Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et en septembre, le gouvernement a annoncé l'arrivée d'un dispositif permettant d'empêcher l'accès des contenus pornographiques aux mineurs. Alors au Sénat, les rapporteurs de la mission d'information sur les dérives de l'industrie pornographique s'en félicitent. Mais alors, est-ce que cet outil sera vraiment efficace ? L'accès à la pornographie n'est-elle pas censée déjà être interdite pour les mineurs ? Nous en parlons avec Anne-Sixtine Perardel. Bonjour Anne-Sixtine Perardel. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes diplômée de l'IPC, vous êtes conférencière, vous êtes conseillère en vie affective et sexuelle et vous êtes auteur de Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir aux éditions Artege, mais aussi vous avez fondé l'association Déclic Sortir de la pornosphère. Alors déjà, quels sont déjà aujourd'hui les moyens, les restrictions pour empêcher l'accès à la pornographie pour les enfants et pourquoi aujourd'hui ces restrictions ne sont pas suffisantes ? En gros, il faut savoir que la plupart des sites pornographiques demandent uniquement le fait de cocher une case marquée j'ai plus de 18 ans pour avoir accès à ces sites pornographiques. Mais il y a donc ça, c'est on va dire la version optimum, le maximum qui est fait, c'est ça, ce qui ne bloque pas grand-chose en fait, parce que n'importe qui peut cocher cette case. Mais aussi, on a des sites internet où en fait, on a accès quasiment instantanément à des images pornographiques. Donc c'est ça qui va être en gros la situation actuelle et qui veut être modifiée parce qu'effectivement, vous avez raison, la loi dit que normalement les mineurs, donc les moins de 18 ans, ne doivent pas avoir accès sous peine d'amende pour les sites pornographiques qui donnent accès à ce genre de contenu. Donc en réalité, ces moyens sont vraiment très minimes, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a 18 ans alors qu'on n'a pas, il n'y a aucun moyen de vérification. Et aujourd'hui, que propose le gouvernement pour vérifier si les personnes, si les utilisateurs en question sont véritablement majeurs ? Il propose une sorte d'identité numérique qui permet de faire vérifier qu'on a un âge supérieur à 18 ans. Alors, dans les modalités, ça risque d'être un peu étrange. On ne sait pas encore complètement comment ça va être fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils annoncent ça pour septembre 2023. C'est pas pour tout de suite. Vous voyez, il y a encore une marge de manœuvre. Ils sont pas encore tout à fait prêts. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse vérifier l'âge de la personne qui va consommer du porno. Et justement, est-ce que ça va pas poser problème de données ? Parce qu'évidemment, les gens donneront leur identité pour pouvoir accéder à des sites pornographiques. Est-ce que ça va pas poser un problème de données ? Est-ce que l'État ne va pas nous fliquer, regarder ce qu'on consomme ou non sur Internet ? Alors moi j'ai souvent envie de dire que l'État nous flique déjà pas mal sur pas mal de choses et notamment j'avais pris cet exemple une fois en interview, mais pour prendre un billet de train, notamment dans le cadre de mon association, j'ai 2 codes différents à mettre, ma carte bancaire, etc. Ça va juste pour prendre un billet de train et donc c'est pas très, on va dire, dangereux pour moi. Donc de manière générale, il faut quand même garder ça en tête. Il y a beaucoup de choses où déjà on donne notre identité sans même savoir à qui on la donne. Donc voilà. Là, l'enjeu, évidemment, c'est de savoir un peu à qui on va donner notre âge et sûrement quelle information va permettre de vérifier. C'est pour ça qu'il avait été question, pourquoi pas, de donner une facture d'EDF ou des choses comme ça qui permettent de savoir que vous avez un compte d'adulte, parce que aucun enfant a un compte EDF, par exemple. Bon, je vous dis, d'un point de vue technique, on ne sait pas encore comment ça va prendre, comment ça va se faire, comment ça va se mettre en place. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que même si c'était une toute petite partie de la population qui était, comment dire, je vais être honnête, gênée par ces restrictions, etc. Moi, j'ai envie de dire, au moins, ça va protéger les enfants. Et en fait, on se retrouve face à quelque chose où finalement, les arguments de est-ce que mes données vont disparaître, vont être volées, etc. Bon, on les a déjà sur les réseaux sociaux, ces questions-là. Mais surtout, je pense que on se cache derrière ce genre de questions pour ne rien faire. Ne pas protéger les enfants. Parce que aujourd'hui, donc, il y a de plus en plus une prise de conscience, en tout cas, de l'impact de la pornographie. Il y a eu un rapport sénatorial de près de 300 pages intitulé « Porno, l'enfer du décor » qui est apparu en septembre dernier et qui alarme et qui place les Français au 4e rang mondial des plus gros consommateurs de ce type de contenu. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'impact de la pornographie, d'ailleurs chez les mineurs, mais aussi chez les majeurs ? Alors,
il y a une prise de conscience, c'est certain, notamment parce que l'actualité, depuis quelques mois, est quand même hyper active sur ce sujet. Donc, hyper active, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, a régulièrement, très régulièrement, fait sortir ce sujet. Mais en fait, il y a eu un procès qui est en cours contre 5 sites pornographiques avec l'Arcom. Vous avez donc c'est plein d'actualités qui montrent que les adultes commencent à se rendre compte qu'il y a un vrai enjeu de protéger les jeunes. Et il faut se rappeler un chiffre que moi je cite souvent en intervention auprès de parents. Je dis la statistique du Fonds Action Addiction, donc qui fait des études sur tous les types d'addictions et qui en a fait une sur la question de la pornographie chez les jeunes et qui a révélé que 8% des 14-15 ans consommaient plusieurs fois par jour de la pornographie. 8% des 14-15 ans, ça veut dire ont une addiction grave à la pornographie. Mmh. Donc, quand on voit ces chiffres-là, je pense celui-là, mais il y en a énormément. Et le rapport du Sénat est assez alarmant, justement, sur ce que la consommation de pornographie peut apporter. Et d'ailleurs, mon associée, Maria Hernandez-Morin, a fait partie des professionnels de santé auditionnés dans le cadre de ce rapport pour, justement, être capable de bien comprendre de l'intérieur ce qui peut se jouer auprès des jeunes, mais aussi auprès des adultes. Mmh. Et aujourd'hui, donc déjà, il y a cette prise de conscience et donc il y a une rediabolisation de la pornographie. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu une phase de banalisation avec la fin de la morale chrétienne. Et puis aujourd'hui, on se rend compte notamment que dans la sexualité, ça détruit la sexualité des hommes, notamment dans leur vision qu'ils ont de la femme. Et puis aussi que le milieu pornographique est complètement un milieu terrible pour les femmes. Vous parliez donc d'un site pornographique donc, qui a été, dont le dirigeant a été accusé de viol notamment. Donc aujourd'hui, la pornographie n'est plus vue comme une libération sexuelle, mais plutôt comme quelque chose d'assez glauque, d'assez contre les femmes et pour une sexualité qui est en réalité pas très épanouie. En fait, c'est là où on a l'impression que notre société commence à être confrontée à réfléchir sur ce qu'est la pornographie en elle-même. Parce que c'est toujours intéressant de voir quand un sujet revient sur la table, s'il n'a pas déjà été traité. En fait, depuis toujours, on sait que la pornographie montre des viols, normalise des agressions sexuelles. 92% des vidéos pornographiques contiennent de la violence. Donc, c'est le principe même de la pornographie que d'avoir de la violence et de proposer un modèle avec de la violence. Et donc, quand on garde ça en tête, on comprend aussi pourquoi, pour la société, on parlait de violences sexuelles en permanence, de violences conjugales qui explosent, etc. Pour une société dont, en plus, les enfants sont biberonnés avec la pornographie, de plus en plus jeunes, en moyenne, selon les statistiques, le premier contact avec la pornographie, c'est 11 ans. Et ça descend de plus en plus parce que la normalisation de l'accès à Internet se fait autour de 7-8 ans. Vous voyez, ça descend de plus en plus. Eh bien, toute cette manière de faire a comme conséquence que on se retrouve avec une société qui commence à percevoir les problèmes, mais qui n'a pas du tout... en fait, c'est un peu tard pour pouvoir gérer l'après-coup, en fait. C'est-à-dire que là, on a une génération qu'il va falloir réparer véritablement par rapport à cette question de la vision de la sexualité et par rapport aux addictions aussi. On a des enfants qui sont addicts et ça, il faut vraiment le comprendre. Et addict, quand vous dites addict, comment se crée cette addiction? Parce qu'on comprend l'addiction à la cigarette, à la drogue, mais là, en quoi la pornographie devient une addiction? En quoi c'est dépendant d'un film normal, d'action, une comédie? Ouais. Et ben en fait, c'est parce que ces films pornographiques vont avoir un impact sur le cerveau. L'objectif du film pornographique, c'est de remplacer le fait que vous êtes tout seul derrière votre écran. Au lieu de vivre votre sexualité avec une personne, vous la vivez face à un écran. Et donc cet écran vous renvoie des images qui vont être capables de stimuler votre cerveau, de lui donner de la dopamine, comme dans n'importe quelle autre addiction. Il faut réviser ses cours de SVT. Et là, vraiment, c'est la dopamine qui va créer dans le cerveau cette hormone du plaisir qu'on ressent en mangeant du gâteau, dans sa vie sexuelle, quand on passe un bon moment avec ses amis, mais aussi face à du porno. Et en fait, le porno va hyper stimuler notre cerveau. Et donc, notre corps réagit pour l'objectif de masturbation et c'est à travers le plaisir ressenti, la dopamine produite, que petit à petit, c'est un peu comme des shots de drogue. À chaque fois, il y a une hyperstimulation et puis je m'habitue à ce shot et j'y reviens régulièrement, par exemple, pour gérer mes émotions, mon stress, mes angoisses, mon ennui, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile de ne pas être addict parce qu'il y a eu donc cette multiplication des écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut consommer de la pornographie en 5G dans un ascenseur, quoi.
Exactement. Et ce qui est fou, moi souvent ce que je présente, c'est qu'il y a plein de choses qu'on connaît déjà en fait, qu'on peut appliquer à la pornographie de manière évidente. On sait que l'addiction aux écrans, c'est un réel problème. On sait que la violence crée de la dopamine et de l'adrénaline dans le cerveau, donc est d'autant plus addictive. Et on sait que le sexe, la sexualité produit de la dopamine aussi. Bah là, on a le combo des trois dans la pornographie. Donc on comprend. Et moi, je rajoute juste une chose qui est importante, c'est que notamment chez les jeunes qui sont en pleine construction, dont le cerveau n'est pas terminé, dont la psychologie est en train de se construire, dont le corps n'a même pas fini sa puberté. À 11 ans, les premières connexions à la pornographie en moyenne, ils n'ont même pas commencé pour certains. Donc, on est face à une immaturité, une vulnérabilité des enfants qui comment dire, est un énorme appel à l'aide et un appel surtout à la protection pour qu'ils puissent se construire de manière correcte. Parce que si ce genre de stéréotype de sexualité rentre dans leur cerveau, et ben c'est ça qui va servir de référence pour leur vie affective, relationnelle et sexuelle. Et ça, c'est absolument dramatique parce que c'est la pornographie qui sert d'éducation sexuelle. Moi, je fais de l'éducation sexuelle. Je vous assure que je donne pas le même type de contenu à la fin. Et oui, puis surtout c'est une éducation sexuelle qui est complètement faussée parce que donc l'homme est constamment en érection, la femme prend constamment du plaisir. Donc en fait, les gens après, enfin les consommateurs de pornographie viennent dans le réel, ont une sexualité dans le réel et sont condamnés à être déçus en réalité. Exactement, et c'est pour ça que se sont multipliés notamment chez les hommes la question des problèmes érectiles. En fait, on s'est aperçu, il y a une étude qui a été faite en 2000, les années 2000, qui montrait que chez les adolescents qui sont en pleine puberté hormonale, etc., donc normalement la libido elle est au taquet, et bien en 2000, elle était à 2% de problèmes érectiles chez des adolescents, ce qui est normal, on va dire à peu près, mais c'est monté à plus 25% en 2020. Donc on a un écart monstrueux et ça, ce qui est certain, c'est que c'est corrélé à la question de la pornographie qui est rentrée de plus en plus dans la vie des adolescents. Mais là on parle des adolescents, évidemment que c'est la même chose chez des adultes, mais en version un peu adoucie parce que normalement un adulte est à peu près construit. Sauf que la plupart du temps, les personnes adultes vont découvrir la pornographie enfant. Et on s'aperçoit qu'il y a une continuité. C'est pas parce que j'ai 18 ans que d'un coup, mon cerveau, il est prêt. D'ailleurs, le cerveau termine d'être prêt à 25 ans. Sa maturité complète est autour de 25 ans. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une marge de manœuvre énorme sur ces sujets pour essayer de les comprendre, pour essayer de les approfondir. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on a vraiment créé cette association Déclic, sortir de la pornosphère, assodéclic.com, parce que on s'est dit que c'était un enjeu de santé publique, cette question de la pornographie. C'était pas juste une petite question de morale, il y en a qui sont coincés, qui veulent pas y aller, etc. Non. Il y a un enjeu notre slogan, on va dire, d'association, c'est la pornographie est virtuelle. On a l'impression que c'est très loin, etc. La pornographie est virtuelle, mais ses conséquences sont réelles. Et comment en parler donc à ces enfants mineurs, pour nos auditeurs qui ont des enfants, comment en parler sans culpabiliser, comment parler de sexualité, parce qu'il y a un vrai désir de savoir comment ça se passe, le corps change quand on est adolescent, comment en parler à ces enfants de sexualité, de la pornographie, sans les culpabiliser? Eh bien, écoutez, je pense que la première chose, avant même de parler de pornographie, il faut donner une bonne nouvelle sur la sexualité. C'est-à-dire que c'est une réalité extraordinaire et qui se vit justement de manière extraordinaire si on a une belle relation avec la personne avec qui on la vit. Et le vivre tout seul derrière son écran, déjà, c'est se limiter et s'isoler d'une certaine manière d'une joie relationnelle auquel on n'a pas forcément accès. Donc ça, pour moi, c'est le message avant de dire, dans l'éducation affective et sexuelle, la prévention est importante, mais c'est pas le seul message à transmettre. Il faut garder toujours en tête que c'est quelque chose de beau, la sexualité, et peut-être que les parents ont parfois à se réinterroger sur leur rapport à la sexualité, sur ce que ça veut dire pour eux, pour ensuite le transmettre. Mais si votre sexualité a été blessée, gardez en tête que c'est peut-être pas ça que vous souhaitez à votre enfant. C'est souvent ça que je dis pour essayer de se dire, en tant que parent, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant ? Merci Anne-Sixtine Perardel. On rappelle donc que vous êtes conseillère en vie affective et sexuelle, que vous avez écrit le livre Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir aux éditions Artege. Et donc on invite nos auditeurs à suivre Déclic, sortir de la pornosphère, l'association que vous avez fondée. Merci beaucoup Anne-Sixtine Perardel. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.